Avant de passer la parole à la salle, je vais redonner la parole à Monsieur le Préfet, qui a eu la gentillesse de rester avec nous toute cette matinée et qui a forcément été interpellé par nos débats et nos propositions. Donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Pardon, mais je dois malheureusement partir, mais j'aurais bien aimé rester jusqu'au bout. Je crois que notre dernier intervenant a eu le grand mérite de remettre la scène internationale au premier plan, parce que je crois que ça manquait vraiment beaucoup. Mais je vais d'abord demander, sur un plan technique, si on pourra avoir tous les exposés qui ont été faits au titre de compte-rendu, parce que oui, j'ai aperçu le vôtre, ça nous intéresse évidemment beaucoup. Le point que je voulais faire, c'est de dire la grande solitude des opérateurs publics au niveau départemental. Je reprends ce que vous avez indiqué tout à l'heure à la fin de votre intervention sur le rôle de l'État. Évidemment, je le trouve pour ma part central, si tant est qu'il existe encore un État demain et qu'il ait les moyens de s'exprimer. C'est quand même un vrai problème. Je rappelle qu'au niveau régional, je l'ai dit à la ministre de l'écologie, non sans susciter sa colère l'autre jour en voiture, on me supprime quand même 166 postes pour l'Adréal et les DDTM en Bretagne l'année prochaine. Alors on ne peut pas avoir une politique, lui-ai-je dit, active en matière d'environnement ou de logement, par exemple, et supprimer 166 ETP. La RGPP se continue par la MAP, la modernisation de l'action publique. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Je pensais qu'on allait stabiliser les choses, ça me semble important de les stabiliser au niveau des effectifs et des moyens que l'État a. Sinon, alors, on va vers l'alternative que la décentralisation se propose de saisir, c'est-à-dire la régionalisation, mais au sens régionalisation conseil régional, ce qui est peut-être légitime de la part du conseil régional de Bretagne, c'est d'ailleurs un des débats actuels qui est sur la table, que la région veut se saisir notamment de l'agence de l'eau, en vérité. Alors, c'est un problème qui se pose. Non, vous ne serez plus contractuel de l'État à avoir la liberté de parole entière que vous avez eue. Vous serez contractuel du conseil régional. Ça supposera, vous verrez, un petit peu d'autocensure. Mais enfin, tout va bien. Moi, je suis pour la plus grande liberté. C'est pour ça que je parle très librement, au risque d'ailleurs de susciter l'irritation des politiques. J'observe d'ailleurs qu'il est assez significatif que dans ce département, un vendredi, où les parlementaires sont libres, il n'y en ait pas un dans notre salle. Je me permets de le faire remarquer. Parce qu'au fond, on s'en remet toujours à l'échelon le plus inférieur de l'administration pour arbitrer des questions qui ne sont pas arbitrées au plan national. Je suis obligé de le dire. C'est bien, la Cour des comptes est bien gentille, ils sont totalement irresponsables puisqu'ils jugent. C'est parfait. Moi, j'aurais aimé qu'au lieu de Munich, on aille comparer avec les grandes plaines de l'Est de l'Allemagne où on fait des grosses usines à cochons. C'est ça qui m'intéresserait comme comparaison. Je n'ai pas observé que nos chers amis la Cour des comptes y soit allée. Il est évidemment beaucoup plus sympathique d'aller dans des brasseries bavaroises que d'aller dans l'Est de l'Allemagne. Non mais c'est aussi ça. Il y a de la bonne bière et de la bonne chair, dans tous les sens du terme. Donc, moi je mets en garde quand même sur ces questions d'organisation très opérationnelles. Pardon d'être un peu, enfin pas iconoclaste d'ailleurs, désagréable, acide, mais moi je ne demande pas mieux que de poursuivre cette politique publique que nous avons tous en partage, je crois maintenant, au niveau des responsables politiques, parce que ce serait de l'aveuglement et du suicide collectif de continuer comme avant à bien des égards. Maintenant, j'attends des moyens et des instructions claires, et qui ne soient pas, comme a dit M. Huette, des allées et venues. Cette affaire de hausse du seuil ou de baisse, je ne sais plus, pour les installations classées a quand même été extraordinaire. Oui, on sait qu'il l'a déposé à l'Assemblée nationale. Je ne me suis pas d'ailleurs aperçu que depuis 6 mois, ça avait beaucoup changé, que quelqu'un d'autre ait déposé une autre proposition de loi. Bon, mais vous allez me trouver décidément très parlementaire, mais je ne le suis pas. Je dis simplement qu'il nous revient collectivement, et ça vaut pour les fonctionnaires de l'État aussi, comme ceux des collectivités locales, de secouer un peu le cocotier pour dire, écoutez, c'est comme un peu sur la loi littorale, tout le monde crie en disant haro sur la loi littorale. Je crois qu'un ou deux amendements permettraient de la faire perdurer encore plus,
car elle a apporté des choses considérablement intéressantes, et il y a peu de choses à changer pour qu'elle soit totalement acceptée par tout le monde. Je reviens à notre sujet principal, les politiques publiques de l'eau. Il y a une cohérence à continuer à mener, une cohérence aussi européenne, parce que je voudrais bien savoir pourquoi, dans certains pays, on les a vus tout à l'heure sur l'exemple des 27, je ne sais plus qui l'a, je n'ai pas du tout, oui c'était les 27, c'était extrêmement intéressant, pourquoi n'a-t-on pas une solidarité écologique au sein de l'Europe? Ce qui démontre bien d'ailleurs, mais pardon, je sors de mon devoir de réserve, qu'on est sur une conception de l'Europe qui est purement financière et économique dans un certain sens du terme, qui n'inclut ni les questions sociales, ni la question environnementale, qui me semblent des éléments de construction du prix de revient, pour parler très économiquement, et en tout cas de la concurrence, dans laquelle tous les agriculteurs sont, eux, plongés, qui sont faussés. Comment voulez-vous qu'un agriculteur biologique puisse concurrencer un producteur de lait espagnol qui le produit dans des conditions absolument déplorables, et avec parfois des coûts du travail lamentables, et qui ne permettent pas un sain épanouissement des familles. Donc c'est ça la difficulté, me semble-t-il. Il y a une dimension, pas seulement technique, agronomique, qui est indispensable, de constance de l'action de l'État, indispensable. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais il faut aussi introduire cette comparaison internationale et cette nécessaire solidarité, me semble-t-il, au sein de l'Europe, sur le plan à la fois social, le coût du travail, et environnemental. Comment on fait le coût de l'environnement, parce que tout ça a un coût, il faut le minimiser, et il faut toujours plus mobiliser l'opinion publique, mais dans un sens, comme l'a dit M. Bonnemer, qui ne soit pas accusatoire, mais vous l'avez dit aussi, M. Huet d'ailleurs, montrons ce qui marche, propageons, copions ces exemples où ça peut marcher, mais avec lucidité, et en étant bien conscient que ceux qui le mettent en œuvre au final, ce sont ou les responsables des collectivités locales ou les responsables d'exploitation agricole, et qui sont pris dans des étaux financiers absolument broyants. Donc voilà, simplement, nous en sommes bien conscients. Maintenant, il faut faire bouger les lignes parlementaires, je dois le dire, les lignes idéologiques, puisqu'on a ce paradoxe, et il est éclatant aujourd'hui d'avoir à la fois des scientifiques, des associations, des pouvoirs publics au niveau opérationnel, départemental ou régional, ou national, qui sont départemental ou régional, pardon, qui sont pleinement conscients du problème, mais il manque une sorte d'orientation générale, politique, dans le meilleur sens du terme, qui permette de guider les choses et surtout d'allouer les moyens en hommes et en euros, en hommes et femmes et en euros, qui permettent d'avancer. Il y a vraiment une sorte de décalage entre cette prise de conscience apparente et apparemment assumée au niveau national, et qui est un peu dépourvu d'application dans le quotidien. Alors moi, j'appelle de mes voeux un retour à une plus grande cohérence, bien entendu, et j'ai bien entendu vos observations. Il y va aussi, je crois, d'un certain courage à manifester au plan départemental, y compris par les fonctionnaires de l'État, pour montrer ce qui va, montrer ce qui ne va pas, et essayer d'arriver, en tout cas, à améliorer les politiques publiques qui nous sont données, par exemple, de priorité, comme l'a dit M. Le Foll, à l'installation des jeunes agriculteurs s'ils sont en bio. Donc nous allons continuer à le faire. On a besoin aussi, y compris dans la commission des structures, la CDOA, de courage, là aussi, d'avoir des partenaires qui nous aident à faire passer le message. Je crois qu'en effet, le foncier est au cœur de l'affaire. La maîtrise du foncier est profondément au cœur de l'affaire. Oui, mais pour y être, il faut être... Oui, bien sûr, mais il faut pouvoir y être. Il y a des associations qui y sont, à la CDOA, qui peuvent s'exprimer. Oui, mais bien sûr, mais je crois qu'il faut... Nous pouvons, nous aussi, exprimer ce point de vue-là, et l'administration ne s'en prive pas. Donc je crois qu'il faut qu'on trouve un moyen équitable de construire une agriculture biologique à sa juste place dans le département, à titre d'exemple et de réussite. Il faut aussi pouvoir le mesurer. J'en reste là en vous disant que moi, ce qui me paraît le plus important, très important aussi, c'est de continuer cette discussion, de continuer des rencontres régulières, mais je l'ai proposé à votre président, pour que, vous savez, l'administration n'a pas la science infuse, elle ne prétend pas l'avoir. Je crois qu'il est très important que des réunions de cet intérêt, de cette qualité scientifique et intellectuelle, de même que des rencontres régulières, nous permettent à nous d'infléchir nos pratiques et en tout cas
j'allais dire d'irriguer, le mot est mal choisi, en tout cas d'orienter notre action quotidienne et de la confronter à des réalités plurielles, si j'ose dire. Et donc, moi, je forme des vœux, en vous quittant prématurément, malheureusement, aujourd'hui, pour continuer plus exactement sur ces rencontres régulières, ces travaux réguliers, et ce dialogue qui permet aux politiques publiques, à la base, à la proximité, à l'échelon départemental, qu'il faut conserver absolument, me semble-t-il, dans le débat ultérieur pour qu'elle continue. Merci de votre patience et de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Vous avez dit des choses importantes. Vous avez dit des choses importantes avec une liberté de ton qui vous honore, franchement, sur un débat comme celui-là. Merci encore. Jean-Paul Guillaumard, je représente le Conseil économique, social et environnemental donc de Bretagne. J'ai beaucoup apprécié l'état des lieux, le diagnostic qui a été présenté ce matin à travers les différentes présentations. Je suis quand même un peu sur ma faim par rapport à la globalité des sujets qui ont été envisagés ou qui auraient pu l'être. Nous sommes bien dans un débat, dans un échange par rapport à l'impact de l'agriculture sur la qualité de l'eau, notamment, qui est un bon révélateur, et avec en plus des agriculteurs bio. Et moi, je fais le constat quand même d'un oubli qui me semble majeur. J'ai beaucoup entendu parler ce matin de nitrates. C'est vrai que c'est un sujet très médiatique et médiatisé depuis toujours, parce qu'il y a eu des actions, etc. J'ai beaucoup entendu parler des pesticides aussi. Mais je n'ai pas entendu du tout, sauf marginalement par les uns et les autres, parler du phosphore. Or, en Bretagne, nous avons un problème extrêmement sérieux et sévère avec ce nutriment également qui participe, comme les nitrates, à l'équilibre de la fertilisation. Et donc, j'aurais bien aimé que l'on, peut-être ça apparaîtra certainement dans les débats cet après-midi, que l'on débatte un peu plus de cet équilibre de la fertilisation, et notamment qu'à travers les interventions de certaines interventions ce matin, on ait également cette entrée-là, parce que ça permettrait peut-être, nous sommes avec des agriculteurs bio, organisateurs ici, parfois de corriger un peu certaines affirmations qui sont faites et qui font, qui font état, enfin qui font référence, alors qu'elles ne sont pas les seules à mettre en avant. Je pense par exemple, je prends un exemple. Tout à l'heure, Patrick Durand nous a dit, en bio comme en conventionnel, on ne voit pas vraiment de différence pour ce qui est des fuites de nitrates. Alors, première chose, c'est simplement une question. Je pense qu'il s'agit bien, dans ce que vous dites, d'une estimation des fuites à la parcelle. Parce que si l'on introduit dans ce discours, par exemple, l'érosion, on n'est pas du tout dans le même contexte. Et l'érosion qui permet justement les fuites de phosphore, permet aussi les fuites de nitrate de manière, alors là, extrêmement évidente, voire les sols qui disparaissent. Ça me semble important de raisonner beaucoup plus globalement sur l'ensemble des nutriments, sachant que en agriculture biologique, précisément, par rapport au conventionnel, on a là un atout considérable qui est la prise en compte du sol dans toute sa réalité et dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'au départ, quand on envisage de raisonner sur la qualité de l'eau, on a là vraiment un élément majeur pour comprendre à quel point le sol et son travail basique, avec sa vie qui est protégée, qui est préservée, etc., qui est même amplifiée, la vie biologique du sol, on retient d'emblée l'eau et on évite l'érosion. Pour revenir à mon propos de départ et donc à l'oubli qui me semble être quand même important de prise en considération du phosphore dans notre analyse aujourd'hui, mais je pense qu'on en reparlera après-midi, j'espère en tout cas. Simplement, je pense que les uns et les autres savent ici qu'il est à l'origine de l'eutrophisation majeure des cours d'eau en Bretagne. Et que, quelque part, c'est Philippe Seguin qui nous a montré une diapo qui nous a fait réagir, moi en tout cas, par rapport aux plans d'eau en Bretagne, on est en situation absolument catastrophique, sachant que ces plans d'eau sont au départ, la plupart d'entre eux, de notre alimentation en eau potable. Voilà, c'était une remarque que je voulais faire. Merci. Patrick Durand, vous voulez répondre, je suppose? Oui, c'était pas... c'est vrai qu'on n'a pas parlé du... Enfin, moi, j'ai pas parlé du phosphore en particulier parce que, d'abord, je suis un spécialiste de l'azote et d'autre part, on m'a demandé
plutôt de parler de l'azote. Alors, par rapport à votre question précise sur les comparaisons bio-conventionnelles, azote et phosphore. D'abord, je n'ai pas dit que c'était la même chose. J'ai dit que, en moyenne, les bio... Non, toutes les études montrent... Enfin, la majorité des études montrent qu'en moyenne, les fuites d'azote sous bio sont plus faibles. Mais qu'il y a une très grande variabilité. Et le problème des bio, vous le savez tous, c'est qu'il y a très peu de bio et beaucoup de variabilité. Donc, on a des fourchettes énormes, ce qui est moins le cas pour les conventionnels. Alors, par rapport au phosphore, les choses ne sont pas plus simples que par rapport à l'azote. Parce que ce qui détermine les pertes en sol en particulier et les pertes en phosphore à l'échelle des parcelles, c'est plus une question de travail du sol qu'une question de bio ou pas bio. Et il y a des systèmes conventionnels avec peu de travail du sol qui perdent pas beaucoup d'azote, pas beaucoup de phosphore sous forme de ruissellement parce que c'est des systèmes qui travaillent en non-labour, en technique culturelle simplifiée. Et il y a des systèmes bio qui travaillent un peu contraints aussi, avec des techniques culturales relativement agressives pour la limitation des adventices, et avec des pertes par érosion en phosphore qui ne sont pas négligeables non plus. Donc les choses ne sont pas si simples. Alors ensuite, l'enjeu phosphore au niveau régional, bien sûr, il est gigantesque. Bien sûr, il est gigantesque sur la qualité de l'eau, et il est aussi très important sur l'aspect élevage-non-élevage, parce que, bien évidemment, le jour, et ça commence, où on va appliquer de façon sévère les réglementations phosphore européennes, les excédents d'azote, on n'en parlera plus. On ne parlera plus que d'excédents phosphore. Merci pour votre réponse. Il faut savoir aussi que nous sommes, le réseau FNAM, en tout cas, demandeurs d'expertise scientifique sur nos problématiques environnementales. Et je pense notamment aux essais bougies poreuses du Pirensen, que nous allons évidemment soutenir et que nous soutenons pour être partie intégrante du questionnement qui met en tension certaines de nos exploitations, etc. Donc on fait partie du sujet. Une dame, une question. Ça va être peut-être plus qu'une question. Donc, je suis Anne-Marie Boudou, conseillère régionale. Il y a quand même quelques élus, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Moi, je voudrais aussi poser peut-être une question qui va fâcher beaucoup. Et voilà, on a beau analyser, faire des actions, les analyser. Il semble quand même que la question qu'on ne se pose pas, c'est la question de l'élevage intensif en Bretagne. Est-ce qu'on a besoin, parce que quand même, c'est 4 porcs par breton, plus le reste, c'est énorme. Il a été dit à un moment dans l'histoire que la Bretagne allait devenir le fournisseur de viande de la France. Ce n'est pas tout à fait la seule, mais enfin, c'est quand même la plus importante. Ensuite, il y a eu toute une politique qui nous pousse effectivement encore à manger de la viande. Il y a eu la vache folle qui a un petit peu baissé à un moment, mais la profession s'est tout à fait revalorisée, tout ça par de bonnes actions publicitaires. Et en plus, je veux citer aussi un chiffre. On est à la région en train de travailler sur le schéma régional de cohérence de climat et énergie. Et donc, l'agriculture, c'est 40% des gaz à effet de serre, donc 90% non énergétiques. Ça veut dire que c'est les intrants et l'élevage. Et en plus, quand on mange de la viande plutôt qu'une céréale, c'est 7 fois plus d'énergie consommée. Et l'eau, je n'ai plus le chiffre, mais c'est très important. Donc je pense qu'il faut peut-être revoir notre façon de consommer, de nous alimenter. En plus, quand on parle de vendre, voilà, la Bretagne devrait être l'exportateur dans le monde pour nourrir le monde, c'est absolument faux. On importe plus en France qu'on exporte. Donc il va falloir peut-être se réinterroger sur la globalité du système agricole français et en particulier breton pour trouver une solution à toutes ces questions. Merci. Je vous remercie de votre question qui est effectivement centrale. Vous avez posé la question du climat. Alors je ne sais pas qui veut répondre.
La question du climat paraît intéressante, ou de la transition énergétique de l'agriculture, parce qu'il semble que sur des questions comme celles que nous posons aujourd'hui, donc pollution diffuse de l'eau, système agricole, pour dépasser des oppositions qui sont totales d'intérêt, il faut peut-être globaliser la question. Et vous la globalisez, c'est-à-dire c'est quoi l'agriculture en France, pourquoi il y a eu ces spécialisations, quelles répercussions elles ont aujourd'hui sur la situation énergétique de l'agriculture et des émissions de GES. En montant en généralité, on décloisonne les questionnements qui portent sur l'eau. Qui veut donner des éléments de réponse? Juste pour signaler, je pense sur les questions d'impact régime alimentaire, relation élevage-culture, je pense que Gilles Billen parlera largement de ça cet après-midi, donc peut-être pas la peine que je déflore son sujet. Par contre, il est clair, oui, sur les aspects gaz à effet de serre, que l'élevage a une lourde responsabilité, ça c'est absolument clair, comme la forte densité d'élevage a une forte responsabilité sur le problème de l'eau, ça c'est clair aussi. Mais là encore, j'aimerais juste nuancer un petit peu les choses. On a vu, à la fois dans la présentation de Gilles Huette et la mienne, l'importance de l'herbe pour le maintien d'une qualité d'eau maximale. Et l'herbe, jusqu'à preuve du contraire, nous on ne peut pas la manger, il faut aussi des ruminants. Donc, qui dit, d'accord, l'élevage, il y en a trop, mais il n'y a pas, il faut aussi voir bien la complémentarité des systèmes et la complémentarité des productions. Olivier Baumlard, peut-être un élément de réponse à cette question? Sur la question des spécialisations territoriales de l'agriculture et de leur influence sur l'environnement en général. Vous laissez la main à votre collègue cet après-midi. Oui. Je peux apporter quelques éléments, sinon de réponse, au moins de commentaires. On voit bien aujourd'hui, quel que soit le côté par lequel on prenne la question de l'eau, qu'au bout du raisonnement, on arrive toujours, quand on est à l'échelle des bassins versants, sur les bassins versants à algues vertes, à se poser la question de l'adéquation entre le niveau de production animale sur le territoire et la capacité du territoire à digérer notamment les éléments azote et phosphore. Ça, c'est un premier constat. Et on peut prendre le problème par tous les bouts, que ce soit sur le phosphore, que ce soit sur l'azote. La conclusion à laquelle on arrive, dès qu'on veut solutionner nos problèmes de ressources en eau, c'est de dire il faudra baisser, c'est inéluctable, la production d'azote ou de phosphore sur ces territoires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on veut aujourd'hui installer et développer d'autres systèmes de production sur nos territoires, on sait aussi que l'accès au foncier est une clé d'entrée et un élément déterminant. Et que là aussi, on n'est pas dans une situation idéale où tout le monde aurait accès, il y aurait de la place pour tout le monde. Non, concrètement sur le terrain aujourd'hui, il y a une compétition qui est une compétition violente pour l'accès au foncier entre des systèmes de production différents. Et le paradoxe, dommage que le préfet soit parti, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux collectivités locales, par exemple sur les bassins versants à algues vertes, de s'engager à obtenir un certain nombre de résultats. Mais les clés pour aménager le système agricole sur le territoire, cette clé-là, les collectivités ne l'ont pas. Ces clés-là, elles sont dans les commissions des structures, notamment, qui, au niveau du transfert des productions et des terres agricoles, ont la haute main, et que donc il y a là une porte d'entrée qui est une porte d'entrée indispensable. Et que là aussi, comme il n'y aura pas de la place pour tout le monde, il n'y en a pas aujourd'hui d'ores et déjà, ça conduit logiquement et automatiquement à se poser la question d'une réduction progressive à l'évidence et aidée sans aucun doute de la réduction du cheptel. Alors,
On peut les uns et les autres avoir des dogmes comme ça, et moi j'entends un certain nombre d'acteurs dire « pas un cochon en moins en Bretagne », pendant qu'on perd un tiers de nos exploitations agricoles entre 2000 et le 2010. Bon, chacun a sa conscience pour lui. Mais en tous les cas, quelle que soit l'entrée par laquelle on prend les problèmes de développement agricole, de développement de systèmes agricoles pluriels sur le territoire, ou la clé d'entrée problématique de l'eau, on arrive à cette conclusion évidente qu'il faudrait, pour améliorer la situation, réduire le cheptel produit en Bretagne. Mais réduire le cheptel produit en Bretagne, si on est capable de mettre de l'intelligence, de l'innovation, de la recherche sur une amélioration de la transformation de nos produits alimentaires et sur l'amélioration de la valeur ajoutée et un partage de cette valeur ajoutée équitable entre les différents maillons de la filière, alors ça ne sera pas une perte économique et une perte sociale pour la Bretagne, ça sera au contraire un enrichissement considérable. Mais encore faut-il avoir le courage politique à la fois d'accepter, de poser le problème sereinement dans ces termes-là et d'accepter d'y apporter un certain nombre de réponses basées sur une action, sur des démarches volontaires qu'on accompagne de la part des pouvoirs publics. Donc, je me présente, Pascal Loger. Je suis élue à Rennes. Je connais un petit peu ces questions liées à l'eau. J'ai siégé au comité de bassin Loire-Bretagne. Et il se trouve que je me suis intéressée depuis quelque temps sur la question des coûts de l'eau et du prix de l'eau. Et que j'étais aussi un peu étonnée de voir qu'il y avait assez peu, à vrai dire, de réelles études sur les prix de l'eau, sur la Bretagne, sur les différents territoires. Et les questions que je voulais poser, alors j'étais très contente que monsieur Baumeler, c'est ça, du commissariat général développement durable soit là, parce que franchement, là, il y a un travail formidable qui a été fait. On s'est beaucoup servi du tableau que vous nous avez montré, d'ailleurs. Et je voulais lui poser plusieurs questions. Comment est-ce qu'on pourrait savoir quel est le poids des études et des diagnostics et de toutes ces batteries d'indicateurs qu'on a vus depuis maintenant 20 ans, 30 ans, en France et en Bretagne en particulier. Et comment est-ce que vous verriez catégoriser un petit peu toutes ces études? C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment, comme quelques-uns ici, j'imagine, dans la salle, que certaines études étaient des vraies études qui nous ont effectivement, qui ont servi à décider des choses, et puis d'autres étaient vraiment beaucoup des diagnostics qui n'étaient pas suivis des faits, ou pire, qui étaient commandés d'une certaine manière pour se donner le temps d'agir. Et par ailleurs, sur ces études, il y a encore des choses qui nous manquent, c'est-à-dire que sur effectivement tout ce qui concerne les avantages de la bio, les avantages des systèmes herbagés, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose. Sur tout ce qui concerne les freins, et les freins, je dirais, un peu aussi humains, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive d'y aller sur de la bio, de changer, on ne sait pas grand-chose. Et le troisième point, c'est sur tout ce qui concerne effectivement les prix, le poids, le coût de la dépollution. Là, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, peut-être que je suis un peu confuse, mais est-ce qu'on sait combien nous ont coûté toutes ces études et ces diagnostics qui ont été faits depuis maintenant 15-20 ans? Et comment est-ce qu'on peut progresser pour demander, nous, les études dont on aurait besoin et qui nous manquent? Sur la Bretagne particulièrement, j'aurais du mal à vous répondre, n'ayant jamais été en poste sur la Bretagne. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a travaillé en 2011 sur les subventions dommageables à la biodiversité pendant 8 mois au CAS, au Centre d'action ou Comité d'action stratégique du Premier ministre,
Le rapport qui a été le plus percutant, c'est le rapport de votre DREA, le bilan qualité des eaux 2010 comparant à des données 2000. Je n'avais jamais vu une telle diversité d'indicateurs aussi bien documentés. Donc moi, j'ai le point de vue inverse de vous. Je pense qu'il n'y a pas assez d'études. On est dans des domaines de très grande complexité. Je vois la difficulté qu'on a, Gilles Bienne et moi, à chaque fois qu'on se voit, je mets un pavé dans la mare aux gens d'Ifremer aussi en disant « mais vous oubliez les eaux souterraines ». Les eaux souterraines, c'est pour moi 55 ou 60% des apports à la mer, d'eau douce à la mer, c'est les eaux souterraines et ça ne passe pas par les rivières. Ils me répondent toujours « ça passe par les rivières ». Vous, monsieur Coasgen, vous avez introduit que les granites stockent plus d'eau que ce qu'on croyait, etc. On est dans des domaines d'une complexité. Si vous voulez avoir, quand vous cherchez les impacts d'une pression anthropique sur l'environnement, vous êtes à l'aval, complètement à l'aval, vous voulez savoir ce qui va se passer, vous voulez pouvoir simuler, vous voulez pouvoir guider une politique. On n'a jamais assez de données. Moi, je viens d'échouer, mon nom est sur une nouvelle publication de la Bassée, là, depuis hier. Mais je suis furieux que mon nom soit là-dessus, tellement elle est mauvaise. Et j'ai sué 3 ans là-dessus, et j'avais déjà un peu travaillé dessus avant, quand j'étais à Seine-Normandie. Pour une zone humide, essayer d'arriver à avoir une idée si le service qu'elle rend, c'est 1 euro ou 10 euros par hectare ou 1000 euros par hectare. Mais on est vraiment en patauge pour y voir clair. Et si je peux perdre ma casquette État, moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de mesures réglementaires et qu'on ferait mieux de dépenser plus d'argent pour avoir les données dont on a besoin pour résoudre le défi écologique, parce que c'est ça dont il s'agit. Et vraiment, moi j'ai bientôt 6 petits-enfants et 5 enfants. Vraiment, je suis concerné parce que je trouve qu'on n'avance pas assez, que justement on fait des budgets d'études, la commande politique d'études, elle est toujours très court terme. L'infini, c'est dans 3 mois. Et on n'avance pas dans la connaissance. Tandis que quand on arrive à caractériser, regardez les grandes études médicales ou autres, quand on arrive à caractériser, si l'enjeu c'est de trouver une molécule qui marche sur le cancer, on ne va pas regretter d'avoir mis des dizaines de millions d'euros et 20 ans de recherche. Moi j'ai le point de vue opposé de vous. Je pense qu'il faut produire de la connaissance, la divulguer, la vulgariser pour que le politique l'ait sous le nez, la médiatiser, former des journalistes, former les enfants qui vont rappeler aux parents que c'est important de manger bien, etc. etc. C'est tout ça ensemble, et ça, ce software, il coûte cher et il coûte du temps. Je suis d'accord qu'il y a eu, en particulier en Bretagne, beaucoup de diagnostics qui n'ont servi strictement à rien. Une des raisons pour lesquelles ça n'a servi à rien, c'est une raison qui est assez spécifique, peut-être pas à la France, mais disons à la moitié sud de l'Europe, c'est qu'il y a une espèce d'omerta sur les données agricoles qui font qu'il y a des tas d'études qui mettent un peu de la poudre aux yeux pour oublier le fait qu'on n'est pas capable de savoir en France ce que font les agriculteurs sur leurs parcelles. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, c'est vrai qu'il y a des tas d'indicateurs un peu dérivés, un peu indirects et tout ça que certains ont mis au point ou en œuvre, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la donnée à traiter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voulais dire, c'est vrai qu'on manque encore de références, je l'ai dit, sur un certain nombre, sur les systèmes bio, sur l'impact environnemental des systèmes bio. Mais comme je l'ai dit, c'est en partie dû au fait que c'est encore une production extrêmement minoritaire et que faire, et vous le savez mieux que moi, et que faire des études sur les systèmes bio, finalement, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a une très grande diversité de situations. Par définition, c'est des systèmes divers, et c'est ça qui fait leur force, c'est parce qu'ils sont adaptés au milieu où ils se trouvent, et donc il faudrait faire beaucoup d'études, enfin il faudra faire, parce qu'on a commencé mais c'est pas assez, il faudra faire beaucoup d'études pour qu'on ait une caractérisation vraiment fiable de ces systèmes. Et bon, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que c'était très difficile de comparer système bio et système conventionnel, c'est en particulier lié à ça, parce que il y a beaucoup d'études qui comparent les deux, et c'est une des raisons pour lesquelles les chiffres ne sont pas très différents, parce qu'ils comparent des rotations identiques. Ils comparent des systèmes avec la même rotation pour que les choses soient égales. Et bien évidemment, c'est un peu l'opposé du principe du bio. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et donc,
Il y a effectivement des études utiles et inutiles, mais je pense que les études diagnostiques qui n'ont servi à rien, c'est quand même un coût très marginal par rapport au reste. Je vous remercie. J'ajouterai juste un point quand même sur les chiffres que vous avez cités. On voit bien que c'est les ménages qui paient la note. Dans quelques mois, Benoît Hamon va présenter la nouvelle loi sur la consommation et introduire les class action à la française. Si les associations de consommateurs, je pense en particulier à l'UFC, qui est déjà mobilisée sur ce sujet, lancent une action de groupe en disant « Nous, consommateurs d'eau, on nous a fait payer une facture dont on n'est pas responsable », là, ça peut changer politiquement la donne. Vous voyez ce que je veux dire sur ces gens-là. Bon, je voudrais quand même nuancer les propos de M. Baumler, parce que je vais même peut-être tirer contre mon camp, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, après 25 ans d'études quand même, sur un phénomène très particulier, très localisé, qui est les marées vertes en Bretagne. Malgré le fait que je suis scientifique et que je devrais demander plus d'argent pour faire plus d'études, malgré le fait que je reconnaisse qu'on ne connaît pas encore tout dans ce phénomène de trophisation marine, j'ai toujours dit que, à mon avis, c'est fini maintenant le temps des études pour comprendre l'essentiel du phénomène, et que l'argent, mais pas d'abord l'argent, c'est le courage qu'il faut mettre maintenant dans l'action. Et donc, je pense que, si vous voulez, mon collègue Piriou est dans la salle aussi, nous avons forcément été quand même meurtris par ces attaques, encore jusqu'à l'année dernière, qui sont inconcevables dans un certain pays, dans certains autres pays d'Europe, après 25 ans d'études scientifiques avec publication dans des revues internationales. Si vous voulez, il a encore fallu que l'État français nomme une deuxième commission 2 ans après, de vos collègues, d'ailleurs qui a fait un travail remarquable, mais on a occupé pendant 6 mois 4 hauts fonctionnaires de l'État pour faire quoi? Pour valider ce qu'on avait dit. Mais donc, si vous voulez, donc je pense que même, et là je suis même pas d'accord avec certains de mes collègues scientifiques, il ne faut pas se cacher derrière les 10% qu'on ne connaît pas pour dire, voilà, on ne peut pas agir et c'est beaucoup plus complexe qu'on croit et donc il y aurait encore des choses. Non, il y a des choses qu'on peut faire. Et il y a quelque chose alors là, ça sort de mes compétences, mais je participe aussi au Conseil scientifique de l'environnement de Bretagne, où il y a des économistes. Et nous avons fait, sur les marées vertes en particulier, un communiqué il y a plusieurs années qui est sur Internet. Et mon collègue économiste disait très très bien que la chose qui débloquerait, c'est de faire enfin fonctionner le principe pollueur-payeur. Un système où il n'y a pas de rétroaction, il ne peut pas converger vers un état stable. Donc à partir du moment où c'est une manne non infinie quand même, mais indépendante, une manne d'argent indépendante de celui qui cause le souci, qui va payer les pots cassés, mais le système ne peut pas converger. Donc moi je pense qu'il faut revenir à des choses simples. Et donc de temps en temps, bien que je travaille dans l'environnement marin, et c'est vrai que c'est très complexe, mais de temps en temps, on attend des scientifiques qui disent aussi des messages simples. Et si Pasteur est si connu et a eu une si grande influence en France, si vous voulez, c'est parce qu'il prenait les problèmes concrets et il les résolvait de façon extrêmement compréhensible par tout le monde. Donc maintenant, les scientifiques, ils ont fait leur travail sur ces aspects-là. Maintenant, c'est aux politiques de les faire. Voilà. D'autres questions de la salle? Je suis René Carmagoret, je suis maraîcher. Je m'explique, lorsque je me suis installé sur 4 hectares de SAU, donc en maraîchage, je me suis demandé ce que j'allais faire de la moitié, c'est-à-dire des 2 hectares à peu près, qui étaient impropres donc de mauvaises terres, impropres à la production de légumières. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, pourquoi pas faire de l'herbe? De l'herbe, pourquoi? Pour faire produire de la matière organique, donc pour faire mon compost, que je complémente avec de la paille que j'achète. Mais je suis relativement autonome grâce à mes prairies en matière organique. Voilà. Je voulais revenir rapidement sur la question de la recherche, des crédits, de la volonté politique et des décisions accessibles rapidement
par des élus au niveau local comme au niveau national. Je confirme que je rencontre, parce que bon, c'est pas mon métier, mais j'en suis très voisin, différents jeunes chercheurs qui tous presque unanimement me disent qu'ils y ont diagnostiqué beaucoup de choses, qu'ils ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui ne sont pas suivis d'effets au niveau des décisions politiques. Je ne peux pas tout brasser, il y a trop de problèmes, mais je suis d'accord pour la complexité, la nécessité des études, de la connaissance. Un problème simple comme le lisier liquide. Je parle de l'exemple de ma commune, d'une commune où je viens d'arriver, je suis d'adoption, Moëlan-sur-Mer, se pose régulièrement le problème de quinzaines et vingtaines d'hectares qui sont mis en vente et sur lesquels la SAFER, la société, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui met des droits de préemption au profit de l'extension d'élevages agricoles qui deviennent surindustriels. Il y a des éleveurs de porcs, je comprends leurs difficultés économiques et les contextes dans lesquels ils sont, c'est pour ça que je souscris tout à fait qu'il ne faut pas avoir des conflits chauds, mais des rencontres, des discussions, c'est mon objectif, c'est celui qui est partagé par d'autres, sur lesquels nous essayons d'avancer. Plusieurs chercheurs m'ont dit qu'un danger essentiel des années à venir, c'est les médicaments, les œstrogènes, les vaccins, les antibiotiques, les virus, les bactéries qui se transforment, qui de bactéries ou virus non transmissibles à l'homme peuvent éventuellement le devenir, les accumulations dans la chaîne alimentaire et le principal vecteur de ces médicaments qui sont dangereux au milliardième, c'est-à-dire 9,0, 10-9, dans des concentrations pas toujours faciles à détecter, mais qu'on peut supputer, à travers la chaîne alimentaire aux maillons finaux. Donc ces lisiers liquides sur lesquels certains éleveurs demandent à acheter 15 hectares bénéficient du droit de préemption de la SAFER, ça pollue dans tous les sens du terme. Il est certain que renforcer des droits de l'environnement par des décisions au niveau local, puisque les communes, je crois qu'elles ont à dire là-dessus, au régional ou le préfet, monsieur le préfet, très gentil, et a évoqué le problème avec beaucoup de pertinence, je pense que là, ça peut aller vite. Et surtout le lisier liquide. Et ce n'est pas seulement une question de poser agriculture biologique et agriculture conventionnelle, parce que le lisier liquide, si on fait de la prairie et si on augmente les surfaces herbagères, déjà en culture, on gagne énormément dans la qualité de l'environnement, etc. Si en plus on met les bêtes sur de la paille, elles sont en meilleur confort, on diminue la pollution des lisiers liquides, etc., etc. Ce n'est pas des mesures compliquées, elles peuvent être prises rapidement et vous venez nous dire que maintenant la résilience des nitrates dans l'eau, des eaux de surface pour le moins, peut être de quelques mois, quelques années, il y a beaucoup à gagner. Deuxième chose, une question que j'ai étudiée, sur laquelle j'aimerais avoir un avis pertinent, parce que je me suis fait accrocher dans des discussions, des débats, c'est pour ces problèmes de normes qualitatives des nitrates, ou du moins d'azote sous toutes ses formes. Il y a 2 seuils en DCE, Directive Cadre de l'eau, un seuil à 50 et un seuil à 10, je crois, 10 ou 20. J'ai le tableau sous les yeux. Il est plus là. Attendez. Il est à 10. C'est certain que quand on lit, aussi une décision facile à prendre, aussi bien au niveau d'un préfet de région, de département ou des communes. Il y a eu des gros progrès, puisque dans le temps, c'était une norme à 100. Quand on est à 50, toutes les publications que j'ai lues, qui sont très bien faites, avec beaucoup de bons arguments, se satisfont de la qualité de l'eau au niveau des nitrates, parce qu'ils sont situés entre 10 et 50. Ben oui, c'est vrai. Et on lit, quand on lit dans les lignes, j'ai encore ici la publication d'une mesure... En résumé, s'il vous plaît. Oui, mais quand je mesure par rapport à ça, au système d'évaluation de qualité de l'eau, qui lui définit 4 seuils, 50, 25, 10 et 2, que j'ai lu cette semaine les études du professeur Logos et qui montrent que ces seuils ont été définis à partir des critères de santé confirmés par l'OMS et repris par la communauté européenne, mais simplement en incitation et non pas en loi, entre 20 et 50 milligrammes d'azote par litre, c'est dangereux pour la santé,
c'est dangereux pour la cuisson, ça produit des nitrosamines avec les protéines animales, que votre viande soit bio ou pas bio, c'est dangereux. Donc il faut un seuil à moins de 20. Et je crois que là, commencer à dire un peu plus le système SEQ, système d'évaluation de la qualité de l'eau, permet de dire que pour l'eau du biberon, pour l'eau de la femme enceinte, au-dessus de 15, c'est dangereux, l'eau doit être en dessous de 5 ou 10. Et ce qu'a dit M. de Liffremer sur les algues vertes, je pense que de continuer à dire entre 10 et 50, la qualité de l'eau en fonction des paramètres mesurés est bonne, c'est dangereux, ça leurre l'opinion. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il peut y avoir un point là de précision de Patrick Durand, par exemple? Et puis ensuite, j'aimerais donner la parole à M. Seguin, parce qu'on a des choses à entendre de l'Agence de l'eau. Voilà. Oui, très rapidement. Deux choses. Une petite anecdote sur le fait que les diagnostics scientifiques ne sont pas suivis des faits. En 2007, quand on a fait l'étude sur le programme d'action contentieux, on avait dit à l'État et à l'Europe que le plan d'action contentieux ne permettrait pas de descendre à 50 mg par litre dans les bassins versants contentieux. Personne n'a réagi, personne n'a rien fait, et c'est effectivement le cas. Bon, bref. Pour ce qui est des normes nitrates, bon, moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas, entre ceux qui disent que les nitrates sont bons pour la santé ou ceux qui disent qu'ils sont mauvais, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que pour ce qui est de l'environnement, de la qualité des écosystèmes, il est clair que ce soit les écosystèmes d'eau douce ou d'eau de mer, des eaux à 50 mg par litre, c'est des eaux de mauvaise qualité écologique, ça c'est clair. Merci, je vais passer la parole à Philippe Seguin sur les questions dont on a parlé, parce que l'Agence de l'eau finalement se retrouve un petit peu à la confluence de nos débats, puisque c'est des questions de gouvernance d'action publique, régionalisation ou pas, place de l'État, la question des ménages contributeurs finalement du financement du cycle de l'eau, c'est la question qui peut être posée, et vous allez démarrer au 1er janvier votre 10e programme. Donc là, les agences de l'eau sont en ordre de marche pour plusieurs années, 6 ans si je ne m'abuse. Il y a donc des enjeux énormes sur les agences de l'eau. Merci. Alors, avant de me faire dévorer par la région Bretagne, c'était la prophétie de Monsieur le Préfet. J'espère qu'on pourra avoir des précisions en cours de journée sur ce sujet. J'aimerais bien être informé. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout neutre pour notre activité. C'est pour ça d'ailleurs qu'à dessein, j'ai rappelé quelques principes fondateurs des agences de l'eau, afin que les choses soient un petit peu calées. Alors, le principe pollueur-payeur. Le prix de l'eau. Donc l'eau, c'est 4 € la tonne, livrée à domicile, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça qui coûtent 4 € la tonne? Bon, je vais dérouler quelques arguments comme ça. Les redevances, c'est 10% de ce montant-là. Comme l'a rappelé Gilles tout à l'heure, la politique de l'eau en Bretagne par rapport aux primes apportées par la politique agricole commune, ça représente environ 10%. Et c'est ça la grande solitude de la politique de l'eau qu'évoquait Gilles. L'agence de l'eau Loire-Bretagne apporte à peine 10% du montant des primes PAC en Bretagne pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Et dans ces 10%, il y en a bien plus de la moitié qui concernent les investissements pour l'assainissement et l'eau potable. D'où, est-ce que les agences de l'eau sont là pour faire la mutation de l'agriculture? On ne peut pas. C'est aussi simple que ça. Le principe pollueur-payeur, les particuliers contribuent à 85% au budget des agences de l'eau, mais quand ils mettent 1 € dans l'agence de l'eau, cet euro servira à l'eau, déjà. Il ne va pas dans un budget général. Alors, si on se fait dévorer par la région, comme le prévoit Monsieur le Préfet, est-ce que cet argent arrivera dans un budget général ou sera vraiment fléché sur l'eau? Ça, c'est quelque chose qui reste à confirmer et à avoir. C'est vrai que le particulier contribue beaucoup au budget des agences de l'eau, mais j'ai rappelé ça lundi d'ailleurs au Forum de l'eau à Rennes, c'est que le particulier contribue beaucoup au budget des agences de l'eau, mais le particulier est aussi il est consommateur, donc l'homo caudicus est un homme important sur le plan économique aujourd'hui, il est contribuable, il paye toujours trop d'impôts et trop de redevances, et il est aussi citoyen. Il a des aspirations quant à la qualité des eaux de baignade et à la qualité des plages. Alors certains sont même aussi actionnaires. Il
faut trouver la quadrature du cercle entre tout ça. Alors, il n'y a pas d'un côté la facture d'eau avec une redevance et le reste d'un autre côté. Et je crois, c'est ce que j'essaie de rappeler lundi d'ailleurs, que cette recherche de cohérence qu'on veut pour les politiques publiques, il faut aussi se l'appliquer à soi-même. Gandhi parlait du changement individuel avant de parler du changement global. C'est aussi la théorie du colibri. Il y a pas mal de choses sur ces sujets-là. Et je pense qu'il est toujours important de rappeler cette recherche de cohérence en chacun d'entre nous. Parce qu'en plus d'être citoyens, consommateurs, contribuables, certains sont aussi pères de famille, pêcheurs, salariés. Il y a tout un tas de casquettes et de rôles. On a une telle schizophrénie en nous qu'il convient d'essayer de l'assainir pour pouvoir ensuite poser les choses assez calmement. Voilà, alors c'est vrai que par rapport à ce principe pollueur-payeur, je dévie vers une approche beaucoup plus comportementale et individuelle, mais aujourd'hui ça me semble assez important. Vous nous avez renvoyé à nos comportements, néanmoins, Quand même, moi aussi j'ai un petit mot à dire sur le principe pollueur-payeur, parce qu'on est tous d'accord, pollueur-payeur c'est le principe idéal. Sauf que, en l'espèce, pour ce qui est des nitrates, je suis désolé, mais c'est extrêmement compliqué. Qui est-ce qui va payer? Est-ce que c'est l'agriculteur qui met de l'engrais? Est-ce que c'est... Et qui, entre nous soit dit, ne récupère, comme l'a dit Gilles, qu'une très faible part de la valeur ajoutée du produit final? Est-ce que c'est toutes les filières qui s'engraissent sur son dos au passage? Est-ce que c'est tout l'agroalimentaire? Est-ce que... On n'en finit plus. Moi, je ne sais pas où il est le payeur, le pollueur. Le payeur, oui, mais le pollueur, je ne sais pas où il est. Alors, en macroéconomie, le principe pollueur-payeur, ça veut dire faire internaliser par les prix les externalités environnementales, sociales, etc. Ça veut très clairement dire faire monter les prix agricoles. Ça veut dire que, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Philippe Seguin, ça veut dire que moi qui suis ménage, je suis aussi consommateur de nourriture et donc je suis prêt à payer plus cher ma nourriture. Et moi je me demande où il est appliqué. Évidemment qu'il n'est pas appliqué et que ce n'est pas la politique de l'eau qu'il faut changer pour nitrate, c'est la politique agricole, etc. Mais le problème c'est que moi j'ai été payé la moitié de ma vie pour faire le tour du monde en coopération. Je n'ai pas vu un pays, surtout pas les États-Unis et surtout pas les pays africains, qui n'ait pas le même type de politique de subvention agricole pour avoir des prix bas pour des raisons sociales. Les émeutes de la faim dans le tiers-monde, à Dakar, il ne faut pas se trouver à Dakar quand le prix du riz monte, hein, etc. Bon, et il y a quand même un truc où j'ai l'impression que nos concitoyens ne sont pas prêts à accepter le pollueur-payeur, c'est sur le prix de l'essence. J'en reviens pas. Le prix du gaz, le prix de l'énergie, le prix de l'essence, personne, on sait que ça se raréfie le pétrole, mais personne ne veut que ça monte. Il n'y a pas même à l'agence de l'eau, quand je travaillais à l'agence de l'eau Seine-Normandie, les gens étaient contre l'augmentation du prix du carburant en fonction de l'augmentation du coût du baril. Donc moi, je n'ai pas de réponse à cette question. La bonne logique, c'est l'internalisation prise par chaque politique, et sauf que je ne sais pas où on a fait ça dans l'histoire. Allez, dernière question et on s'arrête. Bonjour, Daniel Piquet-Pelos, Bretagne Vivante. Je voulais insister sur le problème de la spécialisation. On a effectivement une spécialisation des territoires. Je pense que c'est quelque chose qui, en soi, n'est pas complètement choquant. S'il y a bien un endroit où toutes les terres, tous les climats ne sont pas capables de produire les mêmes choses, c'est bien dans les problèmes agricoles. Par contre, le problème, c'est sans doute les excès de spécialisation des territoires, où finalement, on arrive, comme je l'ai vu par exemple dans un projet à Guevert, où sur un ensemble de bassins versants, c'est quand même 82% de l'alimentation des animaux de ce territoire qui vient de l'extérieur de ce bassin. Donc, je pense qu'on a un vrai problème de réflexion sur non pas les autonomies ou les autarcies, mais sur les équilibres de la spécialisation entre, d'un autre côté, j'allais dire le bon vieux bon sens paysan qui disait « faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier »,
ce qui me semble qu'on est un peu en train de faire quand même. Et puis le deuxième où je voudrais alerter, c'est en complément de ce que disait Gilles, c'est sur le fait que la production agricole, elle dépend des donneurs d'ordre, c'est-à-dire de ceux qui achètent. Alors bien sûr, c'est le consommateur, mais ça passe par l'ensemble des filières, par tout l'agroalimentaire. Et là aussi, quand nous avons un déséquilibre d'implantation de l'agroalimentaire, quand nous avons une spécialisation compréhensible, mais quand elle devient excessive, eh bien, effectivement, si toute la production, toute l'exploitation du cochon a lieu en Bretagne, eh bien, on demandera toujours à ce que tous les cochons soient produits en Bretagne. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une réflexion qui dépasse simplement quelque chose qui a un peu tendance à m'énerver. J'en suis désolé pour le Conseil général, mais les territoires, oui, on peut faire des réflexions au niveau du territoire. Non seulement on peut en faire, mais il faut le faire. Mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est au niveau d'un bassin versant qu'on va résoudre l'ensemble des problèmes, alors que l'économie, alors que c'est quelles sont les politiques du crédit mutuel et du crédit agricole, quelles sont les politiques de l'agroalimentaire, quelles sont les politiques de la grande distribution, et là-dedans, une bonne partie des agriculteurs, j'allais dire, n'en peuvent mais.